Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis magistrat de l'ordre judiciaire et je suis par ailleurs enseignant en droit pénal et en procédure pénale dans le cadre des préparations qui sont organisées par l'ISP. Je vous parle aujourd'hui en quelques mots du sujet de cas pratique qui a été donné aux candidats au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature pour l'année 2019. Ce cas pratique de droit pénal et de procédure pénale, donc, qui était soumis aux candidats prétendant magistrats pour l'année 2019, était un cas pratique assez classique dans le cadre de ces épreuves. Vous en avez l'énoncé, intégral évidemment, à disposition sur le site de l'ISP, de même qu'un corrigé parfaitement complet relatif aux 4 questions qui sont posées au terme de cet énoncé. Alors, je ne vais pas ici reprendre ce corrigé, comme je ne vais pas non plus reprendre l'énoncé que vous pouvez encore une fois consulter sur le site de l'ISP. J'attire simplement votre attention sur quelques points saillants pour la résolution de ce cas pratique. D'abord, vous l'aurez constaté, ce cas pratique est un cas pratique assez court dans sa lecture et qui se termine par 4 questions. C'est donc un cas pratique qui vous guide quant à la phase de diagnostic à opérer et qui attire votre attention sur les points qui posent difficulté. C'est une hypothèse de cas pratique finalement la plus clémente pour les candidats, puisque c'est celle qui guide véritablement les candidats, à la différence de l'énoncé de cas pratique très général, qui se termine par une question également très générale, par exemple la question « Qu'en pensez-vous ?» ou bien la question « Vous envisagerez les implications pénales pour l'ensemble des protagonistes relatés dans les faits ?» Ici, nous avons 4 questions, donc tout est bien balisé. Et en termes de méthode, il faut évidemment répondre aux questions qui vous sont posées dans l'ordre. Vous irez lire le corrigé qui a été établi par un intervenant de l'ISP. Ce corrigé, il correspond exactement à ce qu'il fallait faire, en particulier, parce que c'est une question qui m'est très souvent posée. En particulier, il est parfaitement inutile de reprendre les faits de l'énoncé du cas pratique en guise d'introduction. C'est inutile, ça vous fait perdre du temps. Les correcteurs, évidemment, connaissent le corrigé. En réalité, les faits qui sont décrits dans l'énoncé, vous devez les reprendre, mais uniquement dans le cadre de vos développements pour appuyer votre raisonnement juridique et pour, au bout du compte, justifier la solution à laquelle vous parvenez. L'introduction, en réalité, de votre devoir pour ce type de cas pratique va consister simplement en une phrase qui va annoncer l'ordre global de vos développements. Vous allez pouvoir écrire, par exemple, au regard des faits qui nous sont soumis, nous répondrons tour à tour aux différentes questions posées au terme de l'énoncé. Et ensuite, donc, évidemment, vous procédez dans l'ordre de l'énoncé s'agissant des 4 questions qui vous étaient posées. La première question était une question assez classique, relative à la question des preuves, relative au principe directeur propre à la preuve pénale. Il s'agissait ici de rappeler tout simplement la grande distinction qui est opérée en jurisprudence entre les autorités publiques qui sont liées par une exigence de loyauté de la preuve, même si cette exigence n'est pas
une exigence qui les prive totalement, les enquêteurs, de la possibilité de recourir à des moyens déloyaux, il n'en demeure pas moins qu'il y a de la jurisprudence abondante en la matière. D'un côté, donc, cette jurisprudence concernant les enquêteurs, et puis de l'autre, la jurisprudence relative aux particuliers. C'était évidemment cette jurisprudence-là qu'il fallait évoquer pour justifier la recevabilité des preuves obtenues par un particulier, preuves qui vont pouvoir venir au soutien de l'ouverture d'une enquête, en l'occurrence d'une enquête préliminaire. La deuxième question était une question cette fois de droit pénal spécial à proprement parler. Elle concernait la caractérisation du délit d'abus de biens sociaux. Alors j'attire votre attention sur le fait que, à la suite de la réforme des épreuves du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, il y a eu également une modification du programme de droit pénal spécial. Cette question 2 qui est posée dans ce cas pratique donné en 2019, cette question 2 en réalité ne pourrait plus être posée aujourd'hui puisque le délit d'abus de biens sociaux n'est plus au programme de l'épreuve. Très rapidement, donc, s'agissant de cette question numéro 2, il fallait reprendre la méthode classique en droit pénal spécial qui consiste à raisonner en 3 temps. C'est le fameux raisonnement en triptyque que j'explique assez longuement à mes étudiants dans le cadre des préparations ISP. Ce raisonnement en triptyque qui consiste à traiter d'abord la caractérisation de l'infraction, ses éléments constitutifs, puis la question de l'imputation de l'infraction, en particulier la possibilité éventuellement d'invoquer une cause d'irresponsabilité pénale, et puis troisième temps du raisonnement en triptyque, la question des peines principales encourues. Ici, l'énoncé était particulièrement clément puisqu'il attirait votre attention sur les points qui posaient véritablement difficulté, qui étaient relatifs pour l'essentiel à l'élément moral de l'infraction concernant ce dol spécial qui existe en matière d'abus de biens sociaux, ce dol spécial qui implique que le dirigeant à qui est imputé un délit d'abus de biens sociaux, pour pouvoir être condamné, eh bien, il va falloir démontrer que ce dirigeant a agi non seulement en ayant conscience de la contrariété de son acte à l'intérêt social, à l'intérêt de la société qu'il dirige, mais aussi, et c'est sur ce point-là que le cas pratique portait essentiellement, mais aussi dans un intérêt personnel. Il faut démontrer que le dirigeant a agi afin de satisfaire un intérêt personnel ou afin de satisfaire d'autres sociétés dans lesquelles il est lui-même intéressé, étant souligné qu'en pratique, les juges du fond ont tendance à déduire assez facilement de la matérialité du comportement, de l'acte contraire à l'intérêt social, le dol spécial, c'est-à-dire la volonté de satisfaire un intérêt personnel. C'est d'ailleurs ce qui apparaît à la lecture du corrigé écrit qui a été établi relativement à ce cas pratique. La troisième question, elle, était une question de procédure pénale, à nouveau, relative à la prescription du délit d'abus de biens sociaux. Alors, c'était une question propre au délit d'abus de biens sociaux. Pour autant, cela ne signifie pas qu'une telle question ne pourrait pas vous être posée encore aujourd'hui à propos d'autres infractions qui obéissent aux mêmes règles que le délit d'abus de biens sociaux. Il fallait ici, vous l'aurez probablement compris, faire référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a retardé le point de départ du délai de prescription de l'abus de biens sociaux, celui-ci étant considéré comme une infraction occulte par nature en jurisprudence, c'est-à-dire que cette infraction ne commence à se prescrire qu'au jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. C'était ceci qu'il fallait rappeler pour traiter la question numéro 3. Et évidemment, au-delà de l'évocation de la jurisprudence de la Cour de cassation, il fallait également traiter de la loi du 27 février 2017 de réforme de la prescription en matière pénale qui a
repris en réalité les solutions dégagées par la Cour de cassation. La jurisprudence en particulier relative au délit d'abus de biens sociaux qui qualifie cette infraction d'infraction occulte a été reprise par cette loi du 27 février 2017. Il fallait donc montrer au correcteur que l'on avait connaissance de cette consécration de la jurisprudence par le législateur. Enfin, la quatrième question était une question également de procédure pénale, très classique, relative à la règle de la saisine in rem du juge d'instruction. Il fallait ici tout simplement rappeler que le juge d'instruction, à la star de la chambre de l'instruction, est une juridiction. Le juge d'instruction, c'est en effet la juridiction du premier degré de l'instruction préparatoire, de l'information judiciaire, et en tant que juridiction, le juge d'instruction ne peut pas s'auto-saisir. Une juridiction, qu'elle soit d'instruction ou de jugement, ne peut pas s'auto-saisir, tout simplement pour ne pas méconnaître le principe d'impartialité. Le juge d'instruction ne peut pas s'auto-saisir, c'est ce qui explique la règle de la saisine in rem du juge d'instruction. Le juge ne peut mener des investigations que sur les faits qui sont énoncés dans l'acte qui le saisit. Dans ce cas pratique, était évoquée la découverte par le juge d'instruction de faits de recel de vol qui n'étaient pas inclus dans l'acte initial de saisine, et on évoquait un acte d'investigation entrepris par le juge d'instruction relativement à ces faits. Cet acte d'investigation, c'était l'audition de la personne mise en examen, Monsieur Jacques. Eh bien, il fallait ici souligner qu'il y avait avec cette audition une méconnaissance de la saisine in rem du juge d'instruction, et rappeler que pour pouvoir mener des investigations sur ces faits nouveaux, eh bien, le juge d'instruction devait nécessairement être saisi de ces faits nouveaux au moyen éventuellement d'un réquisitoire supplétif émanant du parquet. Voilà très rapidement pour ce qui concerne ce cas pratique de donner aux candidats au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature en 2019. Un cas pratique finalement assez simple, mais attention, prenez garde à ne pas prendre comme exemple ce cas pratique s'agissant des épreuves à venir, puisque comme je l'ai évoqué il y a un instant, les épreuves ont fait l'objet d'une modification, de sorte qu'aujourd'hui, le cas pratique n'est plus un cas pratique qui dure 2 heures, comme ça pouvait être le cas auparavant, mais c'est un cas pratique qui dure 3 heures. De sorte qu'évidemment, le type de sujet peut être radicalement différent de celui qui a été donné auparavant, notamment en 2019. En 2 heures, on peut comprendre que le concepteur du sujet ait prévu finalement des faits assez simples et décidé de guider les candidats au moyen de petites questions finales, mais sur un cas pratique qui doit être résolu sur une période plus longue, sur 3 heures, on peut envisager que le concepteur du cas pratique, là, effectivement, prévoit des faits un peu plus alambiqués, un peu plus longs, et surtout que le concepteur de ce cas pratique décide de ne pas guider les candidats et de conclure l'énoncé du cas pratique par une question très générale, ce qui impliquera évidemment, au-delà des réponses à apporter aux questions posées, ce qui impliquera d'identifier les questions qu'il y a lieu de poser, et c'est une difficulté supplémentaire qui est alors posée au candidat, puisque au-delà de trouver la réponse, il faut trouver la question. Donc il faut à cet égard évidemment avoir une solide connaissance du programme de droit pénal et de procédure pénale, et puis il faut évidemment avoir de très bons réflexes en termes de méthodologie pour pouvoir rapidement traiter un sujet de cas pratique plus dense que celui qui a pu être donné en 2019. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.